Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus en nombre. On est content pour assister à cette conférence sur indicateurs ESG du bricolage à l'industrialisation. Alors, on voit bien que l'ESG aujourd'hui doit peut-être faire la moitié des thèmes des conférences du CIMI. Donc, on se dit que ça doit être quelque chose qui devient à la mode. On va essayer un tout petit peu de se démarquer de certaines des conférences que vous avez pu entendre ces 2 derniers jours ou cette journée et demie, en étant assez pratique. Le thème de cette conférence et ce qu'on va essayer de véhiculer comme message, c'est de parler des outils. Vraiment de manière pratique. Aujourd'hui, on a des démarches ESG. Beaucoup de grands groupes les ont déjà exprimées, se sont déjà positionnés sur ce qu'ils voulaient faire, ce qu'il fallait faire. Maintenant, la question, c'est on fait comment ? Parce que le quoi, on est à peu près tous alignés. Il y a plus grand monde qui dit qu'il ne veut rien faire, et tant mieux. Mais le sujet, c'est vraiment comment on réussit à mettre en œuvre concrètement ces démarches efficacement. Comment on passe peut-être dans une démarche déclarative à une démarche de contrôle de plus en plus, puisque c'est bien beau de déclarer, mais il va falloir à un moment contrôler. Et donc, c'est ces thèmes-là qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Je vais me présenter très rapidement et puis je laisserai à chacun des 2 intervenants, Charlotte et Nicolas à mes côtés, le soin de se présenter très brièvement eux-mêmes. Donc moi je suis Robert Rivaton, je suis le CEO de Stonal. Stonal, on est une plateforme SaaS de gestion pour les grands asset managers et on se focus sur une mission en particulier qui est ce qu'on appelle le Data Quality Management. Nous on va venir aider à mieux collecter, mieux nettoyer, extraire la donnée qui est présente chez les asset managers, qu'elle soit dans leurs documents, qu'elle soit dans leurs plans, qu'elle soit dans les systèmes d'information comptables qui sont installés chez ces asset managers. Et on va nettoyer, mettre en qualité cette donnée pour nourrir des cas d'usage métier. Le SG en est un, mais on a aussi un cas d'usage métier qui est la data room intelligente. On a un cas d'usage métier autour de la décarbonation et des travaux, des plans pluriannuels de travaux. On a un cas d'usage métier autour de la conformité réglementaire. Notre métier est vraiment de se dire qu'on ne peut pas prendre de bonnes décisions sans avoir de bonnes data. Et ce principe qui peut paraître assez bête, ou en tout cas de base, malheureusement n'a pas toujours été appliqué dans l'immobilier. C'est un peu ce qu'on va essayer de montrer sur la partie ESG. Charlotte, je te laisse te présenter très, très rapidement. Mon micro fonctionne ? Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici. Merci Robin pour l'invitation. Donc Charlotte Delaroche, je suis directrice financière de la foncière Vitura, qui est une foncière de bureaux, qui a un patrimoine de 1,6 milliard dans Paris et le Grand Paris. Et alors je suis ici aujourd'hui parce que j'ai aussi la casquette d'implémentation de notre stratégie RSE au sein de la foncière. Et c'est ce dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Et pour finir, donc Nicolas Brément, je suis directeur au sein des équipes développement durable de PwC. Et donc on est un cabinet de conseil qui accompagnons nos clients sur la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de développement durable. Et pour la petite histoire, on est une des plus anciennes pratiques sur le marché, que on fêtera l'année prochaine nos 30 ans sur ces sujets de développement durable. Merci à vous deux, merci d'avoir accepté notre invitation. L'idée était d'avoir dans un premier temps peut-être de poser très rapidement un panorama de l'ESG. Alors on va pas refaire un cours sur ce qu'est l'ESG de base, mais peut-être entre ce qui est aujourd'hui émane de la contrainte réglementaire d'un côté et de l'autre côté des engagements volontaires qu'ont pris un certain nombre de grands groupes. Nicolas, est-ce que tu peux un peu nous dire comment toi tu vois ça du point de vue comme tu vois un peu tout le marché et que tu as cette casquette de supervision. Alors vous faites assez peu la partie contrôle réglementaire, tu nous l'expliqueras, en tout cas démarche réglementaire, mais comment aujourd'hui tu vois l'adoption et peut-être les démarches qui sont prises par les différents clients que tu peux côtoyer? Alors, attention, pas supervision. Attention à ça. Au terme qu'on utilise, on n'est pas du tout en supervision. Nous, comme je le disais, on est vraiment cabinet de conseil. Donc, on accompagne des acteurs pour la mise en place de leur démarche de développement durable. Je pense que si on veut planter le décor, alors je vais repartir d'un peu loin, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre toute la logique de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le marché. Je pense qu'il faut remonter au Green New Deal européen. Vraiment qui est le texte fondateur, hein, c'est la nouvelle stratégie économique européenne
qui intègre justement cette notion de développement durable, Green New Deal. Et un des pans de ce plan, c'est le fameux plan d'action finance durable. Ce plan d'action finance durable, il a un objectif principal, c'est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements plus durables. Voilà. Comment est-ce que l'on fait ça ? La stratégie qui a été mise en place par l'Union européenne, c'est de dire, d'un côté, il faut que l'on impose aux émetteurs de mettre à disposition des acteurs de marché des informations de qualité, et c'est là qu'on rejoint notre sujet du jour. Et donc, vous avez forcément tous entendu parler des acronymes de type CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, qui va renforcer les obligations de reporting extra-financier de toutes les grandes entreprises et qui va largement élargir l'assiette des entreprises assujetties. Donc ça, c'est l'information qui va être mise à disposition par les émetteurs sur le marché. Et là, derrière ça, on pourra en parler longuement, mais il y a plein de choses. Il y a vous avez peut-être entendu parler aussi d'ISRS, donc des guidelines en fait, de reporting, mais qui cette fois-ci vont être contraignantes. Donc on va vous imposer les définitions des indicateurs sur lesquels les entreprises vont devoir reporter. Donc vraiment, on est de plus en plus en train d'évoluer vers ce qui existe aujourd'hui dans le monde financier. Donc ça, c'est côté entreprise. Côté maintenant acteur des marchés financiers, on a une autre réglementation, donc un autre texte, qui est un autre outil, qui est la SFDR, donc Sustainable Finance Reporting. Qu'est-ce que je raconte moi? Disclosure, je les mélange tous. Donc au niveau du disclosure, là ça va être justement le côté investisseur et finalement exploiter la donnée qui est mise à disposition par les émetteurs pour justement informer les investisseurs finaux sur la part verte des produits. Donc voilà, vous voyez apparaître toute la chaîne en fait, tout le cheminement, en fait, la chaîne de valeur autour de cette data extra-financière. Et puis, pour articuler tout ça, finalement, il a fallu mettre en place un dictionnaire commun, parler un langage commun. Et ça, c'est le fameux texte de la taxonomie qui définit finalement ce qu'est une activité verte. Donc voilà, avec ces trois textes qui sont en fait trois outils, voilà comment la Commission européenne entend articuler son plan d'action finance durable. Et voilà pourquoi la donnée extra-financière est en train de prendre une importance prépondérante actuellement sur le marché. Et donc après, s'ensuit tous les enjeux liés finalement à cette donnée qui auparavant était déclarative, maintenant devient on est contraint par je ne vais pas trouver mes termes, mais les guidelines de reporting qui sont imposées. Et puis finalement, s'ensuit des problématiques de qualité de cette information, de traçabilité de cette information. Et je pense que c'est justement les enjeux qu'on souhaite évoquer ce matin. Exactement. Merci de ce petit panorama, Nicolas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette démarche qui arrive et qui va être une démarche extrêmement forte, notamment pour les entreprises cotées. Dans un premier temps, ça va avoir un impact assez fort, mais aussi pour le non coté à terme. Et cette démarche vient en supplément, ou en tout cas en deuxième lame, après une première lame, qui était un peu toutes les démarches déclaratives liées aux obligations réglementaires, notamment du décret tertiaire, et donc à un sujet extrêmement précis qui était celui par lequel aujourd'hui tous les gens qui sont dans cette salle et dans le salon ont commencé, qui était la déclaration de la consommation d'énergie. Et on voit bien qu'on construit brique après brique des objectifs et en tout cas des engagements qui sont extrêmement forts. On peut se dire que ça peut paraître, ou en tout cas aller très très vite dans le secteur de l'immobilier. Il faut aussi avoir en tête que le secteur de l'immobilier est assez en retard. Comme je dis souvent, l'automobile et les premières réglementations sur le contrôle des émissions des gaz à effet de serre pour les voitures automobiles, ça a commencé 10 ans avant le secteur immobilier. Et on voit bien que ça a pris du temps et que le secteur immobilier est un peu plus en retard. Et au passage, ce que je dis aussi souvent, c'est que dans le secteur automobile, il y a eu entre-temps des hauts et des bas. On a quand même eu des choses telles que le Dieselgate. Donc on a demandé aux gens d'être déclaratifs. Il s'est avéré que le pur déclaratif a amené à des comportements qui étaient parfois légèrement frauduleux. Et là, on a renforcé énormément les mesures de contrôle. Et il n'est pas du tout, à mon sens, et on pourra en débattre, impossible qu'on suive un peu un cheminement similaire dans l'immobilier, où on a commencé avec ces mesures qui sont très déclaratives, qu'on se rende compte qu'à un moment,
on a du mal à réconcilier ce qui est déclaré et la réalité de ce qui est réellement émis par le secteur, et qu'on aille vers des démarches qui sont plus des démarches plus de contrôle. Peut-être sur cette partie de cette première brique, en fait, celle qui concerne tout le monde aujourd'hui, sur la mesure de l'énergie. Comment c'est arrivé chez vous? Comment vous vous êtes positionné chez Vitura sur ces sujets? Et quand, comment et pourquoi vous avez senti un peu l'urgence de réagir? Alors Vitura, c'est une société cotée. Donc on a commencé à publier notre stratégie RSE en 2013, comme toutes les sociétés cotées. On est sorti du scope d'obligation de communication quelques années après. On a maintenu cette volonté de communication. Donc on a toujours fait un travail, l'effort de collecter l'information et de publier les indicateurs demandés qui permettent une comparabilité entre les acteurs. Mais depuis quelques mois, un an je dirais, il y a eu un vrai tournant. Donc, comme l'a dit Nicolas, il y a des nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur, qui ont un peu chamboulé le scope des indicateurs à publier. Restent évidemment les indicateurs d'énergie, d'émissions CO2, mais sont entrés de nouveaux indicateurs tels que le pourcentage d'OPEX ou CAPEX vert par immeuble. Et il en découle de ces indicateurs. Il est d'autant plus important de les intégrer dans l'analyse, dans la stratégie des acteurs, c'est qu'ils ont un impact désormais sur nos business plans. Je pense à des investissements plus importants de CAPEX pour respecter typiquement le décret tertiaire à échéance 2030. Et un deuxième événement, deuxième tournant, c'est qu'on a vu un vrai changement de comportement de nos principales parties prenantes. Je pense aux investisseurs, actionnaires, banques, même locataires, qui nous demandaient simplement, qui étaient satisfaits d'une communication sur notre stratégie RSE et qui désormais nous demandent un reporting très précis sur les indicateurs E, S et G, donc environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance. Donc ça nous a demandé, nous, en interne, de repenser notre manière de faire, de collecter la donnée, on va en parler, voilà, pour répondre à toutes ces demandes. Donc ce que l'on voit donc chez nous, chez Vitura, mais c'est sûrement le cas chez la plupart des acteurs, c'est qu'il y a énormément de parties prenantes, de personnes qui interviennent autour de cette donnée ESG. Je pense aux property managers, aux facility managers, aux locataires, aux propriétaires évidemment. Et tous collectent la donnée dont ils ont besoin sur leurs propres outils, calculent éventuellement leurs propres indicateurs de performance. Et donc nous, quand on veut avoir une vision au niveau de nos immeubles, au niveau du patrimoine global, on doit aller collecter chez chacun des acteurs, chacune des personnes, la donnée dont on a besoin, qui n'est pas forcément uniforme, cohérente, etc. Donc c'est très chronophage. Il peut y avoir des informations manquantes, puisque certaines données ne sont même pas disponibles, puisqu'elles sont considérées encore aujourd'hui comme très qualitatives. Je pense notamment, ça paraît évident, mais la liste des services dans chacun de nos immeubles. On n'a pas un fichier listant les services. En tout cas, chez nous, ce n'était pas le cas. Un autre exemple, le nombre de mètres carrés d'espaces verts, par exemple, ou le nombre de racks à vélo. Donc, toutes ces données, ça met du temps pour les collecter. Encore une fois, c'est chronophage. Il y a un risque d'erreur. Donc, quand les informations sont manquantes, ça demande des extrapolations, donc un risque sur la fiabilité de la donnée. Et pour faire le parallèle avec donc la fonction principale que j'occupe, donc à la direction financière, une de mes préoccupations, c'est de m'assurer que l'information financière soit fiable, exacte, traçable. Donc on a mis en place un système d'information avec plusieurs outils qui communiquent entre eux et qui permettent cette fiabilité, cette traçabilité. C'est étonnant de voir que ce n'est pas du tout le cas pour la donnée ESG.
On n'applique pas du tout les mêmes principes d'organisation et de rigueur aux données ESG comme aux données financières. Donc, fort de ce constat-là, on a voulu s'outiller, donc développer un outil, mettre en place en tout cas un outil en interne pour faciliter la collecte de cette donnée dans l'objectif de gagner du temps, parce que ça nous prenait quand même beaucoup de temps de collecter cette donnée. On est une société cotée, encore une fois, donc trimestriellement, on a des reportings à émettre. D'homogénéiser en fait la donnée sur les immeubles et sur le patrimoine consolidé, d'aussi embarquer l'ensemble des parties prenantes, parce que quand toutes les parties prenantes qui interviennent ont accès à la même information en même temps, visualisent le même trajectoire, le même objectif, c'est beaucoup plus motivant pour toutes les équipes. Ça permet aussi de répondre plus facilement à la demande de toutes les parties, toutes les banques, investisseurs, locataires qui nous demandent des reportings, et de faciliter aussi le remplissage des questionnaires GRESB et CDP dont on pourra reparler. Donc s'offrait à nous trois choix pour avoir un outil, soit le développer entièrement, donc sur mesure, voilà, l'image de ce dont on avait besoin, soit créer un module ESG rattaché à l'outil de property management, ce que font beaucoup de foncières aujourd'hui, ou souscrire à un outil déjà existant, une plateforme SaaS. Et on a opté pour le troisième choix, les deux premiers étant demandeurs de beaucoup de temps, d'énergie, et c'est très long. Pour y parvenir. Alors, il faut quand même souligner que quand bien même c'est un outil, donc l'outil existe, en l'occurrence Stonal, il y a quand même un travail à réaliser en amont. Donc on a fait avec les équipes. Donc moi, je suis accompagnée d'experts RSE. C'est cartographier quand même toutes les parties prenantes qui travaillent. Donc où est l'information, qui la détient. Est-ce que j'ai envie que l'information soit collectée automatiquement ou manuellement ? Ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé d'être 100% automatique et 100% manuel. Et donc important, savoir exactement quels sont les indicateurs in fine que je veux publier ou que je veux communiquer pour connaître l'information dont j'ai besoin. Ça, c'est un travail à faire en amont. Et dernière chose, comment je vais connecter mon outil ESG à mes outils existants de property management ou financier. Parce que l'idée, c'est qu'il y a un lien entre les deux, de ne pas réintégrer les données existantes au sein de l'outil ESG, ça recréerait des sources d'erreurs de saisie, et bien que tout ça soit un système d'information dynamique et communique pour in fine pouvoir faire des scénarios ou autre. C'est clair. Merci beaucoup. Et ce qu'on voit dans cette première phase, et je pense que c'est important, c'est que dans un métier où il y a beaucoup de parties prenantes, et je reprends mon exemple de l'automobile, quand un constructeur automobile doit mettre les normes, il est tout seul. C'est-à-dire qu'au sein de son organisation, il décide et puis il applique, et ça va beaucoup plus vite. Dans nos métiers de l'immobilier, évidemment, il y a toute une myriade d'acteurs à aligner parce que la donnée est manipulée, est créée et générée par des acteurs qui sont des sous-traitants du propriétaire. Et encore, la chaîne, on pourrait la raffiner entre le fund manager. Enfin, ils ne vont pas aller très très loin dans le découpage des fonctions et des métiers. Donc on voit bien que le premier besoin, c'était un besoin de workflow, vraiment d'organiser le travail et les process entre ces différentes personnes. Et effectivement, le remplacement, c'était de l'Excel. Bête et méchant, mais c'est de la substitution à de l'Excel avec un lot d'erreurs qui était absolument gigantesque. Parce que, je ne parle pas pour Vitura, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'ensemble du secteur et des clients qu'on a la chance d'accompagner, on voit bien que le sujet, c'est quelqu'un qui demande de la collecte d'informations, envoie des fichiers avec des templates, des formats qui lui sont renvoyés qui ne sont pas forcément ceux du template, de la reconsolidation, et toutes ces opérations multiplient les risques d'erreur jusqu'à la fin à faire des erreurs qui sont assez manifestes et importantes. Et donc, beaucoup de l'offre, ou en tout cas du travail des outils, a été de travailler sur les workflows. Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement important. Et c'est pas ce qu'on a considéré qu'en même temps ces workflows c'était la première brique, mais c'était pas forcément la brique essentielle. On reviendra sur la question de l'automatisation un petit peu dans quelques instants. Que nous on a sorti ESG, Real Estate ESG Maker, qui est un module gratuit de workflow. On a dit il n'est pas normal qu'aujourd'hui le secteur travaille avec Excel alors qu'on peut faire un outil de workflow qui soit efficace
et qui, pour nous, encore une fois, apporte beaucoup de valeur, mais n'a pas vocation à être commercialisé. Donc c'est un outil qui est gratuit, qui est utilisé par 39 asset managers et sociétés qui accompagnent asset managers aujourd'hui, tout simplement qui permet d'éviter ce chemin ou ce passage par la phase je dirais, complexe de partage de l'information, collecte, visualisation unifiée. Et surtout, après, pour nous, ce qui a de la valeur, et j'y reviendrai, c'est la capacité à ce que la machine remplace en partie, pas totalement, mais en partie l'humain sur ces tâches-là pour assurer un meilleur contrôle, un meilleur reporting et surtout après permettre la vérification par des tiers. On va y venir, c'est le point important. Juste avant de passer sur cette phase de vérification par les tiers, on voit bien que on a aujourd'hui des outils qui permettent de collecter la donnée, qui permettent notamment en collectant la donnée avec un environnement qui est très complexe, avec beaucoup de stakeholders, beaucoup d'acteurs. Moi, j'ai une question pour toi, Nicolas, plutôt sur les indicateurs. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un deuxième flou un petit peu dans l'industrie, c'est que les indicateurs, Charlotte l'a dit, ils sont malgré tout un peu faits chacun pour soi. Alors on commence à avoir des démarches de benchmark, on commence à avoir des démarches qui vont un petit peu les unifier. Mais comment tu vois ça? Est-ce que la démarche d'unification des indicateurs est en train de s'accélérer? Et au contraire, est-ce qu'on est dans un foisonnement des indicateurs? Comment un petit peu vous conseillez vos clients par rapport à ces stratégies-là? Alors déjà, je ne peux que partager les constats qui ont été faits. Et j'aimerais juste apporter un éclairage supplémentaire. Alors on a vu la partie collect workflow. Mais je pense qu'il y a aussi un vrai enjeu derrière qui est d'exploitation de cette donnée. Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que finalement, les acteurs sont ultra sollicités sur du reporting d'informations extra-financières, avec des demandes plus diverses les unes que les autres, qui viennent à la fois des investisseurs avec des demandes ponctuelles, avec qui ont leur propre référentiel de reporting et qui vous l'imposent, avec des agences de notation extra-financière ou du benchmark, on parlait du GRESB, mais pour les émetteurs, on a toutes les agences de notation extra-financière possibles et imaginables, avec de la data réglementaire. Enfin voilà, on a tout un tas d'informations sur lesquelles vous êtes sollicité. Et donc il y a un véritable enjeu aussi, une fois qu'on a collecté cette information, c'est d'une part de l'homogénéiser, donc avoir un référentiel interne de définition des indicateurs, et il peut y en avoir beaucoup des définitions, et ensuite de structurer cette base de données pour être en capacité de produire les reportings demandés à l'instant T, parce que c'est pareil, j'imagine que vous avez tous été confrontés à une demande d'investisseurs qui vous demandent un reporting pour le lendemain ou le surlendemain s'ils sont sympas. Comment je fais? Et donc le vrai enjeu, il est là aussi dans la capacité à produire cette information, à l'exploiter. Donc ça, c'est une chose, un reporting. Mais derrière, il y a aussi le vrai enjeu qui est le pilotage de votre portefeuille. Et où là, il y a énormément aussi de choses à faire. Et là, je pense qu'on peut encore largement creuser le sujet. J'en reviens à ta question qui était sur les indicateurs. Est-ce que ça converge ou est-ce qu'au contraire, ça continue de diverger et ça reprend un peu ce que tu disais, chacun fait ses ESG à sa sauce, avec le risque qu'à un moment on fasse du surtravail, parce que si tout le monde demande des indicateurs qui varient marginalement mais qu'il faut recalculer, qu'il faut aller rechercher de la donnée, ça prend beaucoup de temps. Alors, ce serait malhonnête de dire que ça diverge, ça a plutôt la tendance de fond, c'est la convergence, et de toute manière, la convergence sera contrainte par la réglementation, on l'a évoqué tout à l'heure. Maintenant, c'est le temps de la diffusion qui peut prendre du temps. Et j'évoquais les demandes que vous pouvez recevoir. Forcément, il faut que ça soit diffusé auprès de tous ces investisseurs pour qu'ensuite ça redescende dans les demandes qui vous sont transmises. Sur les référentiels de reporting, je pense qu'il faut distinguer aussi, il y a, on va dire, deux marchés dans l'immobilier. Il y a quand même le marché des émetteurs, les acteurs qui sont présents sur les marchés publics, qui ont des obligations de reporting sur les sujets extra-financiers depuis un certain temps. Je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même une certaine maturité sur ces acteurs-là, du fait, ne serait-ce qu'il y a un certain nombre de référentiels de reporting qui existent, déjà sur le marché, et puis du fait qu'il y a des obligations de vérification de ces informations. Donc, on a beau dire, ça a quand même permis de perfectionner un peu les dispositifs et d'améliorer la qualité et la fiabilité des données. Ensuite, il y a le marché du non-coté, qui lui est un peu différent dans le sens où justement c'est un marché qui n'a pas connu ces obligations de reporting et qui n'a pas connu d'obligation de vérification de ces informations. Donc forcément, on n'a pas le même niveau de maturité et on a beaucoup plus de choses qui sont en train de se développer actuellement, notamment avec des démarches comme celle dont vous avez peut-être entendu parler du label ISR immobilier. On voit qu'il y a beaucoup de questions qui se posent justement par rapport à ces indicateurs, et notamment par rapport à des besoins d'harmonisation des indicateurs qui sont communiqués vis-à-vis des investisseurs, qui eux souhaitent pouvoir comparer les produits entre eux.
Donc voilà, je pense différents niveaux de maturité, mais in fine, on va tous converger vers la même chose parce que je le disais, avec les obligations de la CSRD, de toute manière, ça va être imposé et on va évoluer vers la même chose que ce qu'on peut connaître dans le financier. Alors avec 20 ans de retard, avec 20 ans de décalage, mais on va y venir. C'est le sens de la CSRD. Donc à quel horizon pour toi à peu près? C'est quelque chose à 2 ans, 5 ans, 10 ans, c'est cette convergence et un peu le fait qu'à un moment on se dise bah, ça c'est le référentiel sur lequel on doit tous répondre. Et puis après, surtout, on l'a dit, les critères par exemple, notamment les critères S et G, parce qu'on a beaucoup travaillé le critère E et on voit bien qu'il y a un gros sujet sur les 2 autres indicateurs. Présence de services dans un immeuble, qu'est-ce qu'un référentiel normalisé des services dans un immeuble? Et tout ça, est-ce que c'est un horizon très court terme ou plus ou moins long terme de son avis? Il n'y a pas de pari là-dessus. Hein. Non, il n'y a pas de pari, de toute façon les dates sont fixées. La CSRD, hein, pour les plus grandes entreprises, c'est le 1er janvier 2025. Hein. Donc ça arrive très vite. Les ISRS, donc les standards de reporting qui sont encadrés et fixés, qui sont en cours de développement par les FRAG, ça va arriver à peu près au même moment. Après, la chance que l'on a, c'est qu'il y a une entrée en application de ces CSRD qui va être progressive en fonction de la taille des entreprises. Donc on va descendre progressivement dans la taille des entreprises qui sont assujetties. Alors là, je parle beaucoup des entreprises. Maintenant, forcément, il va y avoir des investisseurs qui vont être soumis aussi et qui, donc, eux, vont avoir besoin de ces informations pour pouvoir produire leur propre reporting. Et donc ça va être cascadé, finalement, sur d'autres acteurs qui, eux, ne sont pas assujettis au titre du texte, mais vont l'être de manière indirecte par leurs propres investisseurs. Donc ça va se faire progressivement. Et ensuite, il y a aussi un enjeu pour vous donner une idée, hein, j'ai plus en tête exactement les dates, mais je crois que c'est 2027, 2028, parce que ça change, ça a pas mal changé. Mais il y a un enjeu aussi au niveau de la vérification des informations extra-financières. C'est quelque chose qui va se professionnaliser aussi. Avec aujourd'hui, on parle plutôt d'assurance modérée sur ces données extra-financières. Et le but à terme, c'est plutôt d'évoluer vers une assurance raisonnable qui est le niveau d'assurance que l'on a sur de la donnée financière. Donc tout à l'heure, quand on parlait de professionnaliser justement les processus de contrôle de la data ESG, on va y venir, puisqu'on va vous demander la même fiabilité que la donnée financière, à horizon pour les plus grosses entreprises, à horizon 2027-2028. Donc voilà, on va y venir. Et ça, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer la mise en place de processus de contrôle interne sur toute cette data, ce qui fait la grosse évolution par rapport à quand on parlait de données déclaratives. À terme, à partir du moment où on va mettre en place des dispositifs de contrôle interne, que cette donnée va être auditée, c'est là qu'on va commencer à converger vers la donnée financière. C'est une parfaite transition pour ce qui est notre point suivant, qui est de dire on est passé dans cette ère du workflow ou des processus qui permettaient de mieux remonter, mieux collecter la donnée. Et maintenant, on va aller vers des notions de contrôle, de vérification et aussi d'automatisation. Si la donnée financière est aussi de qualité, c'est parce qu'il n'y a pas des centaines d'opérations humaines. Même si on peut avoir totalement confiance dans ces équipes, on sait qu'il y a une fiabilité quand on transmet, quand on transporte de la donnée comme ça entre humains qui est limitée. Et donc, dans cette démarche de contrôle, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous a particulièrement motivé, intéressé, cette automatisation, cette capacité à pouvoir faire remonter automatiquement, à se dire qu'on peut aller extraire d'informations, y compris présentes dans des documents, pour aller la remonter? Comment vous vous positionnez un peu par rapport à ça, Charlotte? J'aimerais juste revenir sur la notion d'indicateur. Nous, on est une société cotée, donc on fait partie du premier cercle dont a parlé Nicolas. Donc les indicateurs, ils sont de plusieurs groupes, je dirais. Il y a ceux qui n'ont pas vraiment changé, comme l'indicateur d'énergie et d'émissions de CO2. Il y a des organismes, des associations type EPRA qui donnent des indicateurs, des recommandations sur la manière de les calculer. Mais encore, aujourd'hui, il reste des zones d'ombre sur le calcul exact qui limite encore la comparaison parfaite entre les immeubles. Je pense notamment à quel niveau d'énergie applique-t-on à un espace vacant, par exemple, au sein de son immeuble? Quel niveau d'énergie applique-t-on à
à une partie d'un immeuble en rénovation, restructuration pendant une période. Donc ça, c'est pas encore tout à fait défini. Il y a aussi les indicateurs qui sont nouveaux, qui sont entrés en vigueur récemment en lien avec la taxinomie. Notamment le pourcentage d'OPEX vert. Alors ça aussi, gros chantier sur qu'est-ce qu'un CAPEX vert, comment les identifier au sein de nos plans de CAPEX. Donc ça va permettre, parce que in fine, ça nous permettra de définir si un immeuble, l'indicateur final, c'est est-ce que notre immeuble est vert ou non au sens de la taxinomie. Comment mesurer qu'ils ont été faits? On sait qu'aujourd'hui, le lien entre les CAPEX budgétés dans les plans financiers et leur réalisation est quand même relativement modéré, on va dire. On parle de chiffres de 30 à 40% de réalité des CAPEX effectués. Comment on le suit aussi, la réalisation de ce CAPEX dans le temps? Comment suit la documentation. Il y a tout un chantier sur le sujet. Voilà pour les indicateurs. Et alors sur ta question de traçabilité, effectivement, de conformité, alors j'ai pas nommé effectivement les organismes tiers indépendants, OTI, avec qui nous on travaille depuis 2013, puisqu'on était soumis à la DPEF et on a souhaité avoir publié, qu'un organisme atteste d'une assurance suffisante sur les informations qu'on publiait pour bien évidemment conserver une transparence pour nos investisseurs. Et donc, effectivement, avoir un outil et avoir une partie des données qui sont collectées automatiquement va renforcer la qualité de la donnée, la qualité étant basée sur l'exactitude et l'exhaustivité, mes restes d'auditeurs. Alors, un bémol quand même, c'est que l'automatisation n'exempte pas totalement du contrôle humain. Nous, on a fait le choix dans l'outil de collecter automatiquement toutes les données d'énergie, ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. En revanche, tout changement dans l'état locatif ou un changement du contrat d'un des locataires va mettre à mal la collecte automatique de la donnée. Donc il va falloir mettre en place des contrôles dans l'outil qui va nous alerter sur un changement de scope qui va nous permettre de remettre à plat la donnée collectée automatiquement. Voilà, c'est pas complètement... ça roule pas complètement tout seul. Il faut quand même intervenir régulièrement pour assurer l'exactitude de la donnée. Mais en effet, avoir toute la donnée au sein d'un même outil, qu'elle soit automatiquement collectée ou même manuellement, va faciliter le travail de l'OTI. Il va savoir où chercher la donnée, qui la détenait, et puis va être responsabilisé chacune des parties prenantes dans la collecte de la donnée. Donc oui, ça fiabilise la donnée et ça rassure sur la transparence de ce que l'on publie. Vous avez déjà eu ce rôle de certificateur? Vous avez déjà de tiers indépendants, Nicolas, ou pas du tout? Et si vous ne le faites pas vous, est-ce que vous avez des exemples de gens qui justement voudraient ou demanderaient de plus en plus d'outils pour réussir à suivre cette traçabilité des indicateurs, puisque on voit bien qu'aujourd'hui le contrôle, on l'a dit, peut être fait par des tiers indépendants, peut demain peut-être être fait par le régulateur, et que on va pas, quand le régulateur arrive et qu'il demande à tel acteur de savoir pourquoi il a rempli telle information et que l'asset manager doit appeler le property manager pour lui demander pourquoi il a fait ça, que la personne l'a fait il y a 6 mois et qu'elle ne retrouve pas nécessairement la source du document de lequel elle l'a fait, on a bien une cassure dans la chaîne de transparence ou de fiabilisation de la donnée. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous réclamez ou dont tu entends que c'est nécessaire sur le marché? Alors, c'est clair que, alors on a cette position aussi d'organisme tiers indépendant, d'OTI, chez certains clients. C'est clair que l'outil est un des éléments du dispositif qui permet cette traçabilité. Ce n'est pas tout, il ne fait pas tout l'outil, mais clairement c'est un des éléments nécessaires pour justement pouvoir assurer ne serait-ce qu'une certaine traçabilité de l'information et puis faciliter la collecte. C'est vraiment ça qui est quelque part le plus chronophage. Donc c'est ce mapping initial des collecteurs, des contributeurs, le fait d'intégrer les définitions
et de pouvoir produire cette information, enfin, ne serait-ce que de le faire une fois quand on travaille en tant qu'OTI notamment, ce qu'on fait, c'est qu'on effectue, généralement quand il y a l'implémentation d'un nouvel outil, on effectue une revue de l'outil, ce qui permet déjà de s'assurer de la qualité des processus, des workflows qui ont pu être mis en place et du respect des définitions qui ont été mis en place dans l'outil. Donc ça, c'est déjà un travail important qui permet d'avoir une certaine garantie sur la qualité de l'information qui sera produite ensuite, ce qui n'empêche pas, néanmoins, quand on fait un travail d'OTI, de remonter jusqu'à la source de l'information et de remonter jusqu'au justificatif. C'est-à-dire qu'on remonte et on fait des tests par échantillonnage sur les factures. Donc ce n'est pas parce qu'on a un outil qui produit un indicateur consolidé de consommation d'énergie par mètre carré que l'on doit s'exonérer de conserver la traçabilité des factures. Donc voilà, le lien de toute la chaîne se fait à ce niveau-là. C'est très important, effectivement. Nous, en tout cas, c'est ce qui nous a motivés depuis le début. Et donc, on a développé beaucoup d'algorithmes de machine learning. Donc, on est capable d'aller lire un certain nombre de documents et d'en extraire des informations. Mais toujours en se disant, quand on va remplir ou pré-remplir une grille de notation et mettre une information qu'on a réussi à extraire d'un document, à chaque fois on lit le document d'origine pour que s'il y ait un besoin de contrôle, comme tu le disais, parce qu'il y a toujours besoin de contrôle, que ce soit par échantillonnage ou sur un contrôle sur pièce dans son ensemble, on puisse se dire, bah oui, on a remonté que ce DPE avait une notation D, donc on a mis par exemple D, si c'est du logement, dans la grille de notation ESG, mais on annexe, ou en tout cas on rend disponible immédiatement le document pour qu'ensuite on puisse avoir cette notion de traçabilité qui pour nous est essentielle. Et je pense que je vais me faire huer par rapport à ce que je vais vous dire, mais si on regarde en fait, et je pense que ce que tu évoquais sur la taxonomie est une parfaite illustration de cette convergence entre le niveau d'exigence entre la donnée financière et extra-financière. C'est la première fois finalement qu'on fait travailler ensemble le directeur RSE et le comptable quelque part, hein, parce que si vous rentrez dans le détail des calculs de la taxonomie, c'est de la comptabilité. Alors oui, il y a des critères techniques qui nécessitent une compétence développement durable, mais une fois qu'on fait les calculs, qu'on rentre dans le calcul, et qu'il faut rentrer dans les systèmes d'information, c'est de la data financière et c'est des règles de comptabilité. Donc voilà. Pourquoi je disais ça et pourquoi je vais me faire huer, c'est, j'allais vous dire, finalement, les données énergie, c'est ce qu'il y a de plus simple. Quand on va rentrer dans les notions de vérification des informations liées à la taxonomie, qu'on va devoir aller vérifier toutes les informations liées au bon respect des DNSH sur l'ensemble des actifs, on va s'amuser, je vous le dis. On lui donne la définition. Pardon ? On s'interdit des acronymes dans cette conférence. Pardon, oui, donc, oui, pardon. En fait, dans le cadre de la taxonomie, on doit non seulement avoir une contribution substantielle à un objectif de la taxonomie, donc une contribution à l'objectif d'atténuation ou d'adaptation, mais en plus, on doit s'assurer qu'on ne cause pas de préjudice aux autres objectifs. Donc on a ce qu'on appelle des DNSH, des seuils à respecter sur des sujets comme la biodiversité. Quand on a une contribution à l'atténuation, on a des seuils à respecter sur la biodiversité, sur les pollutions, sur l'adaptation, enfin voilà, sur tous ces sujets. Et là, ça nécessite de remonter dans les documents aussi, hein, ne serait-ce que sur un projet de construction, par exemple, ça nécessite de remonter dans le document du projet de construction et d'aller trouver les bonnes informations. Et pour vous donner un exemple, hein, si je prends la consommation d'eau, ça remonte jusqu'au débit des robinets. Ça va très loin. Voilà. Je rebondis sur ce que tu dis, c'est que l'outil, ça te permet d'avoir de l'assurance sur ta donnée que tu communiques, de pouvoir la comparer entre les acteurs, mais surtout de la comparer d'une année à l'autre. C'est-à-dire que si tu prends ta casquette d'OTI, tu contrôles la donnée, tu as quand même besoin de savoir si la société n'a pas changé sa méthode de travail d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est aussi un vrai plus de... C'est pour ça que j'insistais très fortement sur le fait que l'outil est une chose, mais le référentiel de reporting qui, lui, vous est propre, et la définition des indicateurs, et ça, c'est vous qui devez garder la main dessus, et ça, c'est d'autant plus important. Donc on voit bien que on est qu'au début du chemin dans cette histoire de collecte, de traitement, de fiabilisation de la donnée. Tu l'as dit, la donnée énergie était peut-être la marche la plus simple à franchir, même si ça sans doute hérisse. J'ai forcé le trait. Hérisse un petit peu. Non, mais il y a beaucoup de données sur lesquelles aujourd'hui on n'a pas encore défini le cadre complètement. Et même là-dessus, peut-être là-dessus que j'aimerais conclure cette table ronde, c'est on voit bien que la tentation est grande de faire du carbone. Notamment, pas forcément là sur les engagements, je dirais, réglementaires, mais sur les engagements volontaires d'un certain nombre de grands groupes qui ont pris des choix extrêmement forts en matière de net zéro, donc d'émissions de carbone zéro à des horizons parfois extrêmement courts. Hein. On parle pour certains gros investisseurs de 2030. Hein. On est en 2023, c'est des horizons qui sont demain. Et
donc on voit bien cette tentation de faire un peu du carbone le référentiel, pas unique, parce qu'il y aura toute cette partie obligatoire ESG, mais tu analyses ça? Tu m'avais dit aussi que, Nicolas, comment tu analyses ça? Qu'il y avait des approches des deux côtés de l'Atlantique un peu différentes par rapport à ces deux sujets. Et après, on essaiera de voir si une fois qu'on prend ce choix de faire du carbone l'alpha et l'oméga de toute la mesure, comment c'est possible? Parce que là, on rentre encore dans un champ de collecte de la data qui est extrêmement large. Alors, je vais essayer. Je ne sais pas si j'aurai des réponses à toute la question. Non, mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, là, on a beaucoup parlé aussi du contexte européen, hein, c'est ce qui est normal, mais il faut avoir en tête qu'il y a des démarches similaires qui se passent un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, vous avez la SEC qui est très présente sur tous ces sujets, qui est aussi en train de mettre en place ses propres référentiels de reporting, donc à la fois l'équivalent de la CSRD et puis l'équivalent de SFDR aussi. Vous avez au niveau mondial, cette fois-ci, l'ISSB, vous avez sûrement tous entendu parler d'Emmanuel Faber qui est à la tête de l'ISSB, justement, qui définit aussi un référentiel de reporting global à l'échelle mondiale, donc l'équivalent de ce qu'est en train de faire l'EFRAG avec les ISRS. Hein. Donc voilà, donc il y a vraiment une convergence sur l'ensemble de ces démarches de reporting. Après, avec des différences. Alors voilà, la convergence, c'est sur le fait d'avoir des référentiels, des standards de reporting. Maintenant, il y a quelques différences dans l'approche, notamment en termes de des sujets sur lesquels on doit reporter. L'approche américaine, c'est tout un débat. Vous avez peut-être entendu parler du débat sur la simple ou double matérialité. L'approche américaine est très orientée sur le risque financier, donc finalement ce qu'on appelle la simple matérialité, alors qu'en Europe, on défend justement la double matérialité, le fait de prendre à la fois le risque financier et également les impacts de l'activité sur l'environnement. Donc il y a des différences d'approche. Forcément, quand on est plus sur le risque financier, on est peut-être plus aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui est matériel en termes de risque financier, c'est peut-être plus les sujets climat. Et donc, parce que c'est ce qu'on maîtrise, ce qu'on connaît le mieux et qu'on quantifie le mieux aujourd'hui, même si c'est encore difficile. Et donc, forcément, on a un focus plus fort sur ces sujets-là que l'approche européenne, qui, elle, est beaucoup plus multidimensionnelle, on va dire, aujourd'hui, du fait de cette double matérialité. Bon, voilà. Et c'est vrai que si on rentre, merci beaucoup pour ces précisions, mais si on rentre dans ces démarches où on dit qu'on doit mesurer le poids carbone de chaque investissement et le poids carbone de chaque, par exemple, travaux et autres, on rentre dans des objectifs et des enjeux de collecte de la data qui sont extrêmement lourds, parce que là, pour le coup, on n'aura pas d'autre choix que d'avoir des référentiels. C'est-à-dire que dès qu'on va rentrer sur les sujets matériaux et qu'on va devoir adjoindre des poids carbone aux matériaux, on doit avoir des bibliothèques de produits avec des poids carbone qui sont unifiés. Et là, la démarche ne peut être qu'une démarche entre guillemets standardisée à des échelles un peu larges. Sinon, si chacun commence à dire que tel objet a telle durée de vie théorique, a tel poids carbone et doit amortir son coût carbone sur telle durée, on va évidemment avoir une fragmentation de la donnée collectée et qui va surtout pas permettre d'avoir quelque chose qui soit utilisable à l'échelle du patrimoine. Donc on voit bien, merci pour vos interventions, on voit bien qu'on a un enjeu extrêmement important de collecte de la donnée, de sa standardisation, de son traitement, que les outils informatiques sont absolument nécessaires pour le faire. En tout cas, dès qu'on arrive sur des patrimoines un peu importants, nous on voit qu'à partir de 10, 20 actifs, on commence à rentrer, à avoir des multiplications d'erreurs qui sont absolument gigantesques sur des méthodes de collecte entre guillemets archaïques ou en tout cas traditionnelles avec du Excel et du bon vieux mail. Et donc qu'on a besoin de ces outils-là, que l'automatisation de la collecte de la donnée et donc de son extraction directement dans les documents. On parlait tout à l'heure des documents de construction d'un bâtiment. L'information, elle est disponible. On a de plus en plus de technologies qui permettent d'aller chercher cette donnée directement dans les documents et donc d'éviter le cycle un peu compliqué d'un humain qui va chercher, qui va remettre dans un Excel avec le risque d'erreur à chaque fois. Là, on a cette possibilité d'aller extraire vraiment la donnée directement dans les documents et de la remonter dans les tableaux tout en gardant un lien entre l'endroit où on l'a extraite et l'endroit où on l'a mise pour pouvoir vraiment faire cet exercice de comparaison et de contrôle qui va de plus en plus apparaître. Et puis surtout, on a encore un champ, à mon avis, grand ouvert sur les dimensions
composants, équipements, matériaux qui vont avoir un rôle très prégnant. Tu parlais de qu'est-ce qu'un CAPEX vert, à un moment il va falloir qu'on puisse se mettre d'accord là-dessus, et on a tout un champ ouvert sur l'harmonisation et la définition de la réalité physique de l'actif et du poids carbone qu'il y a derrière, qui va aussi pas mal nous occuper dans les prochaines années. Il reste une dizaine de minutes pour vos questions, et donc l'objectif c'est de maintenant vous laisser la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Élise Herbst, je travaille chez Electra, une société qui gère des bornes de recharge rapide pour voitures électriques. Le sujet ESG, effectivement, c'est un sujet que souvent on veut montrer, qui est important pour les investisseurs, mais qui n'a pas toujours le budget on va dire, les ressources, notamment aussi humaines, en termes de temps interne, nécessaires à ce qu'on veut montrer. Et donc ma question est un peu sur la mise en place en interne dans les sociétés, notamment que vous connaissez. Deux questions. Comment vous avez impliqué les différentes strates de la société, puisqu'il y a un niveau de reporting et de rigueur et d'exigence assez important, un niveau de reporting supplémentaire, et combien de temps ça prend pour mettre ça en place, notamment quand on part de zéro ou quand on veut arriver à un niveau de standard bien supérieur à ce qui est déjà en place. Pour la question. Alors, moi, je suis accompagnée d'équipes externes. Donc, effectivement, on n'avait pas les ressources, assez de ressources en interne pour tout faire. Alors, effectivement, c'est quand même très chronophage, on l'a dit. On espère gagner du temps avec la mise en place de l'outil, mais c'est quand même prenant. Je dédie quand même un certain pourcentage de mon temps. En un an, j'ai l'impression que le temps a doublé, vraiment. Je dois dédier, je pense, 20% de mon temps alors à la mise en place, surtout parce que j'avoue que je ne vais pas collecter moi l'information, mais en tout cas, la mise en place donc des workflows, comment on produit le plus rapidement possible des informations fiables au marché. Donc ça, c'est pour la ressource. Et l'implication de l'ensemble des strates, généralement, nous, on est une petite équipe. Moi, je reporte directement à mes comités et à mon conseil d'administration. Donc, je les implique directement. Je leur fais un rapport directement sur les sujets. Et ils sont depuis un an, je dirais, extrêmement demandeurs de ces indicateurs. Eux-mêmes voient les investisseurs qui ont besoin d'avoir pour leur propre entité, société, besoin d'avoir un reporting détaillé des sous-jacents dans lesquels ils investissent. Donc, impliquer les équipes, c'est pas vraiment. C'est un sujet dont on n'a plus besoin de prouver les conséquences ou le besoin. Toutes les parties, toutes les équipes. Alors, je sais pas. Du coup, comment tu le vois, mais j'ai l'impression que, en tout cas, en interne, tout le monde est convaincu. Effectivement, il faut juste trouver le temps et les équipes pour le faire. Et même nous, récemment, on a réalisé un plan de sobriété sur chacun de nos immeubles avant d'attaquer l'hiver. Donc, on a rencontré chacun des locataires et on a, dans le but, en fait, de créer un mouvement, une communauté RSE sur chacun des buildings. Alors, on a quand même des actifs de grande taille qui font entre 10 000 et 50 000 mètres carrés. Donc il était important aussi de se réunir pour partager sur les bonnes idées. Et on a vraiment vu une émulsion sur ces sujets. Et simplement pour faire le parallèle avec l'outil, donc être capable de collecter des données rapidement nous a permis en fait de leur présenter aux locataires, de hiérarchiser en fait l'impact que peuvent avoir les différents usages au sein d'un building, donc de leur démontrer avec des slides chiffrés quel était donc l'usage principal dans leur immeuble qui avait un impact sur la consommation d'énergie de leur immeuble, et c'était évidemment le chauffage suivi un peu loin quand même de l'éclairage et l'IT. Mais donc voilà, pour dire que la motivation elle est là chez toutes les parties prenantes. Ça prend du temps, certes, et c'est vraiment donc utile pour la prise de décision et la motivation d'avoir des données chiffrées et fiables. Et pour compléter,
Je pense en effet qu'il y a un premier enjeu qui est primordial, qui est de cranter le sujet à l'agenda. Hein. Et ça, c'est aujourd'hui, comme tu le disais, je pense que je vais reprendre deux termes que tu évoquais, c'est investisseurs, conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est des demandes des investisseurs et c'est une attente du conseil d'administration parce qu'il y a des obligations vis-à-vis du conseil d'administration. C'est eux qui sont responsables, notamment de ce qui... Enfin, ça va être renforcé dans le cadre de la CSRD. C'est déjà le cas en France. Hein, mais avec la CSRD, ça va être renforcé. C'est dans l'agenda, effectivement, du comité d'audit de toutes les sociétés cotées. Exactement. Donc ça, c'est de cranter le sujet. Ensuite, il faut donner une direction. Donc il faut aussi qu'il y ait une direction générale qui soit impliquée et embarquée sur le sujet et qui ait des convictions. Donc ça c'est vrai que nous, ce qu'on constate, c'est que si on a des convictions de la direction générale, c'est sûr que ça fonctionne beaucoup mieux que si on n'en a pas. Donc là, il y a un enjeu de ce côté-là. Et derrière, c'est un enjeu de gouvernance du sujet. Comment est-ce qu'on met en place la gouvernance du sujet au sein de l'entreprise? Et donc là, c'est là qu'on a ces sujets de comité, la récurrence de ces comités, la fréquence de réunion de ces comités, à quel niveau est-ce qu'on positionne ces comités, etc. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on irrigue dans toute la société, dans les métiers, et comment est-ce qu'on transforme les pratiques au quotidien. Et là, c'est un vaste sujet. Merci. Une autre question? Bonjour, Adrien Rospapé, je travaille pour une société de conseil qui s'appelle Aremis. C'est un peu dans le prolongement de la question précédente. Vous avez parlé de comment vous avez mobilisé un peu en interne, notamment avec votre conseil d'administration et aussi vos locataires dans le cadre du plan de sobriété. Et au début, vous aviez parlé aussi des partenaires que sont les property managers et les facility managers. Et je voulais savoir comment vous avez réussi à les mobiliser et est-ce qu'ils ont joué le jeu de manière satisfaisante? Alors, c'est un vrai sujet, donc merci pour cette question. Alors, effectivement, nous, on collecte l'information d'énergie, ce sera plus facile, mais il y a beaucoup d'informations dont on a besoin, qu'il faut collecter en ayant des réunions avec ces personnes. J'entends toutes les informations qui ne sont pas encore collectées, soit collectables automatiquement, soit collectées dans des outils ou dans des fichiers Excel. Donc on a besoin d'avoir des échanges avec les property, les facility managers. Alors les impliqués, ils le sont puisqu'ils ont dans leur mandat des objectifs de se rattacher à la démarche RSE de la foncière, de nous en l'occurrence, mais c'est souvent le cas. Mais on organise avec eux des comités trimestriels pour échanger sur ces sujets, puisque eux sont vraiment ils sont à l'écoute de l'ensemble des locataires quotidiennement, qu'ils leur remontent des sujets aussi ESG. Donc c'est important qu'on prenne le temps d'échanger avec eux et de ne pas se limiter à une collecte quand même dans l'outil. Il y a quand même une part humaine qui est très importante pour effectivement les motiver et obtenir l'information et la vérifier. Merci. Une dernière question? Bonjour, William E, donc investisseur. En fait, j'ai une question par rapport, on a parlé de ESG au niveau des actifs sous gestion, et je me demandais, dans cette phase amont d'études d'opportunités d'investissement, dans quelle mesure en fait l'ESG est prise en compte dans l'analyse par les analystes d'investissement et si des outils peuvent aider à cette fin. Vous voulez dire dans les phases de due diligence, en fait, en amont, dans la phase d'investissement? Il y a l'analyse IRR, on a la valeur de l'immeuble, mais dans quelle mesure, en dehors des critères financiers, on a les critères ESG qui entrent en compte en fait dans la décision d'investir ou pas en fait? Alors, je pense qu'il y a un premier sujet qui est est-ce que l'immeuble respecte ou va respecter les réglementations en vigueur? Je pense notamment au décret tertiaire. Est-il en voie pourra-t-il respecter une réduction de 40% de ses énergies à échéance 2030? Ça, c'est un vrai sujet. Le propriétaire a-t-il budgété les capex nécessaires pour arriver à cet objectif? Alors, je ne rentre pas dans le sujet parce que souvent... les montants de CAPEX versus l'économie de CO2 associée est quand même assez disproportionnée plutôt. Plusieurs millions de CAPEX vont permettre de réduire... Aujourd'hui, petite parenthèse, mais la meilleure façon de réduire très rapidement les consommations d'énergie sur un building, et encore d'autant plus s'il est de grande taille, c'est la sensibilisation des locataires et faire agir les locataires. Mais ça, c'est une parenthèse. Responsabiliser les locataires sur leurs espaces. Et donc, et ensuite, sur la valeur même de l'immeuble, c'est un vaste sujet. Sur le goodwill lié à la valeur verte, c'est encore pas vraiment pris en compte dans
par les évaluateurs. Voilà, donc c'est un sujet qui n'est pas encore tout à fait... mais je pense que c'est vraiment l'actif à court terme. Pourra-t-il répondre aux obligations et pourra-t-il tendre vers une valeur verte à court terme? Bon, eh ben, il est 25, donc on va s'arrêter là. Merci à tous d'être venus. J'espère que la conférence vous aura été utile. D'ailleurs, on peut faire un petit sondage. Merci des applaudissements. Est-ce que vous trouvez que la conférence vous a été utile? Levez la main. Non, mais c'est un exercice en temps réel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ben, je vous souhaite une bonne journée au CIMI. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez nous contacter, très facilement. Vous avez toutes les informations sur Stonal qui sont ici. Bonne journée.